va se présenter bien entendu dans le courant de cette table ronde. Je voudrais peut-être avant peut-être parler globalement de la thématique et puis introduire évidemment les uns et les autres. On met ces 10 ans du LAVEX dans l'esprit d'un regard sur le passé, mais surtout sur le futur de la recherche autour des enjeux de la ville et de l'urbain. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant dans ces différentes réunions de préparation, c'est autour des dystopies, c'est autour de l'incertitude, c'est autour quelquefois d'approches un petit peu inquiétantes qu'on peut imaginer, des futurs post-mobiles marqués, écoutez, à gauche par ce que nous apporte en termes de visuel une caméra thermique par exemple, qui nous permettrait de voir nos semblables, j'allais dire plus ou moins fiévreux, donc plus ou moins à considérer, et puis aussi une image qui n'est même pas celle d'un film, mais qui est celle d'une réalité, de la pratique quotidienne de mobilité dans des infrastructures dont on pourra parler aussi dans le courant de cette table ronde, qui nous montre peut-être une dimension, en tout cas sociale et humaine, relativement différente de celle qu'on pouvait certainement imaginer. Et je me suis demandé si autour de ces questions très, très disruptives aujourd'hui, de la mobilité empêchée, du déplacement interdit ou plus difficile ou limité, des problématiques d'écart, d'intervalle, de dédensification des espaces publics ou des espaces de circulation, ainsi qu'autour de la transformation des pratiques urbaines, des métiers de la ville, des fonctions de production résidentielle ou autres, ou de loisirs, qui vont être aussi abordées. On pouvait finalement reprendre et regarder un petit peu de manière rétrospective et prospective à travers les différents groupes de travail du LAVEX, puisque nous ne sommes pas un groupe mais plusieurs groupes de travail représentés ici, la manière dont les questions se posaient. Je vais passer le micro tout simplement pour que les uns et les autres se présentent. Nathalie, on va commencer par celui-là. Oui, bonjour à toutes et à tous, et puis merci aux organisateurs de ces 2 journées de nous avoir conviés à cette table ronde. Donc Nathalie Roseau, je suis donc chercheur à l'École des Ponts, professeur aussi à l'École des Ponts et membre du LATS. Et puis aussi, je coaligne le groupe transversal Inventer le Grand Paris du LAVEX avec Frédéric Pouzot. Je vais passer tous au bout. Voilà, je suis Laura Chimari, je suis postdoctorante dans le groupe transversal de mobilité urbaine pédestre et j'ai commencé au début de cette année. Voilà. Bonjour, donc merci aux organisateurs de nous avoir invités. Et donc moi je suis au groupe de travail tourisme, au groupe transversal tourisme. Je me suis trompée dans l'acronyme. Et donc je suis professeur à l'école d'architecture de Paris-Belleville et chercheur à l'IPROS, à l'UMR Auxerre. Il dit mon nom ? Non. Et je m'appelle Virginie Picon-Lefebvre et je suis architecte et urbaniste. Merci Virginie. Et donc, en demandant à notre dernière participante de se présenter. Bon, bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Hélène Roulier-Ray. Je suis chercheuse postdoctorante à l'Université Gustave Eiffel et à une chaire de recherche qui s'appelle Logistic City. Sans masque, si c'est possible. Oh oui, Si je peux, je voudrais. Voilà, donc la chaire c'est une chaire de recherche autour de la logistique urbaine et son immobilier, et moi particulièrement je fais de recherche sur le e-commerce, et donc ça c'est aussi le sujet que je voudrais discuter aujourd'hui, parce que si on regarde la ville, il n'y a pas de ville sans commerce, il n'y a pas de commerce sans déplacement, et tant en termes de transport de personnes que de marchandises. Et dans mes travaux de recherche, je suis essentiellement intéressée par la manière dont la possibilité d'achat réalisé par ordinateur, par smartphone, affecte la ville et la mobilité urbaine.
Donc, dans cette perspective, je me base sur une tradition de recherche assez récente dont les premiers travaux scientifiques ont été publiés il y a plus de 20 ans, mais dont la production augmente toujours chaque année. Ce qui a beaucoup changé au cours de cette année, c'est l'offre de services d'achat et de livraison en ligne, la demande pour ces services et aussi l'interaction entre eux, ou comment nous, en tant que consommateurs, nous rapportons à ces nouveaux services et posons de nouvelles demandes. Donc, afin de déterminer l'impact sur la mobilité, il faut connaître le comportement d'achat et de déplacement des consommateurs qui utilisent et qui n'utilisent pas le e-commerce sous ses différentes formes. Et ce qui surprend alors, c'est que, contrairement à l'évolution de la pratique, les études sur ce sujet ont très peu évolué en termes de conception méthodologique. Donc, à ce jour, la plupart des études partent d'une hypothèse de substitution qui suppose que les achats en ligne remplacent directement les déplacements et les achats en magasin. Donc, partant d'une population qui se déplace principalement en voiture, le consensus académique tend à favoriser le e-commerce pour ses avantages environnementaux ou au moins son fort potentiel. Et de nombreux achats qui sont livrés en une seule fois par un véhicule de livraison impliquent beaucoup moins de kilomètres par achat que les déplacements individuels vers le magasin. Mais cet équilibre se complique lorsque les produits commandés en ligne sont retournés, ce qui double essentiellement le trajet logistique, ou lorsque les consommateurs sont absents de leur domicile au moment de la livraison, ce qui implique une deuxième livraison ou un déplacement supplémentaire vers un point relais. Mais surtout, dans un contexte urbain, ce n'est pas la voiture qui est le moyen de transport le plus utilisé pour les achats, mais plutôt la marche ou le vélo, le transport public. Tous ces modes de transport plus doux qui favorisent les achats physiques. Ces nuances se rapportent toujours à un unique achat, mais pas à des habitudes d'achat plus générales ou la structure du paysage des achats. Dans un article récent, j'ai essayé de dresser un peu la liste des réflexions qui sont importantes pour rétablir le bilan environnemental du e-commerce et sa mobilité. Et à mon avis, il y a besoin de données plus détaillées sur les achats et les déplacements des consommateurs pour comprendre 4 phénomènes distincts. Les achats en ligne remplacent-ils un déplacement dans un magasin ou se déplacent-ils encore avant ou après l'achat en ligne? Un tel type de comportement, par exemple, est appelé showrooming, lorsque les consommateurs utilisent leur smartphone pour commander en ligne des produits à essayer au magasin à meilleur prix. Est-ce qu'on fragmente les achats qui seront effectués en une seule fois en magasin en plusieurs achats en ligne qui nécessitent forcément une livraison chacun distincte? Est-ce qu'on achète plus grâce aux options en ligne vastes et souvent à meilleur prix? Et finalement, qu'est-ce qu'on fait avec le temps libéré pour les courses, les repas et les visites dans les magasins par des achats en ligne? Est-ce qu'on se déplace plus grâce au temps gagné ou pas, et dans quel mode de transport? Donc, bien que les données permettant de rendre compte de ces phénomènes soient beaucoup plus complexes que des simples comparaisons individuelles d'un achat en magasin et d'un achat en ligne, on dispose de méthodes pouvant être utilisées à cette fin, comme les études de ménage ou household surveys, ou les enquêtes sur les budgets de temps ou les timely surveys. Outre les habitudes d'achat, il est essentiel de mieux comprendre les caractéristiques spatiales du paysage actuel de l'achat en ligne, ce qui caractérise par quelques géants du web ayant une portée quasi mondiale et une multitude d'acteurs locaux dont la part de marché est assez faible. Cette caractéristique globalisée du e-commerce doit être prise en compte, ce qui n'est pas le cas parmi les nombreuses études qui partent de la perspective, ce qu'on appelle le dernier kilomètre. D'un point de vue méthodologique, cela implique de prendre en compte la chaîne d'approvisionnement, la plus courante en termes de véhicules kilomètres et d'utilisation des véhicules, non rarement le fret aérien qui est le mode de transport le plus polluant. Merci. Donc, ce premier tour de table nous montre la diversité des scénarios dans lesquels on se trouve aujourd'hui et dans lesquels votre recherche finalement se déploie. Donc là, il y a un certain nombre d'interrogations. Et je crois, Virginie, vous travaillez aussi avec une profession qui a beaucoup d'interrogations. Oui. Oui. Sans masque.
sans masque, c'est mieux sans masque? Oui, bien sûr, si on prend comme profession à la fois les architectes, et les ingénieurs et les urbanistes, depuis 10 ans, ce qui était un peu la demande de Nassima, et disons depuis 15 ans, il y a pas simplement d'un point de vue théorique, mais d'un point de vue réel, enfin, une action sur le réel, c'est est-ce qu'on assiste ou pas à la fin d'un type de mobilité autoroutière, notamment dans les villes et à proximité des villes, comment ces mobilités autoroutières s'achèvent, quels sont les scénarios qui sont suivis par des villes aussi différentes que Séoul, Boston ou Paris, et finalement quels enseignements on peut en tirer et par quoi, parce que ces autoroutes remplissaient un usage, par quoi, par où et comment on va se déplacer en voiture, pas simplement à pied. Donc pour quelques éléments pour situer ce projet, c'est des projets qui sont forcément à très grande échelle. Moi j'ai commencé à travailler dessus il y a une quinzaine d'années parce que j'avais l'occasion d'avoir un cas d'espèce qui était à l'époque le plus grand chantier d'infrastructure nord-américain et sans doute mondial, d'enterrement d'une autoroute sur 14 km à Boston. Donc une échelle de travaux absolument considérable, une durée de travaux également très importante, des coûts fantastiques, et la question c'est pourquoi faire, qu'est-ce qu'on fait, et comment ces décisions-là sont prises, et qui intervient. Ce qui s'était passé pour Boston, c'était vraiment presque une étude de cas, on pourrait dire emblématique, puisque à l'origine de la construction d'une autoroute aérienne pour traverser la ville de Boston, dans le grand système des autoroutes qui avait été construit donc, aux États-Unis lors du New Deal notamment, la ville de Boston était, comme les autres villes, traversée donc par une route qui parcourt le pays du sud vers le nord. Et à l'occasion de la construction de cette autoroute aérienne, on avait assisté à la destruction importante de quartiers, notamment d'un quartier habité par des Italiens, qui avait été le cas pratiquement de démarrage d'un livre qui est très célèbre aux États-Unis, mais qui a été traduit en France par une journaliste essayiste qui s'appelle Jane Jacob, et qui avait, en assistant, en allant documenter ce cas d'espèce, montré à quel point finalement ces infrastructures étaient destructrices de la vie urbaine, destructrices de la qualité urbaine, et qu'elles mettaient les villes en péril. Elle parlait de la fin et de la mort, the death of the city. Donc la destruction de l'autoroute aérienne pour son enfouissement était finalement comme la fin d'un cycle. Et le démarrage d'autre chose, dont on pourrait souligner la difficulté, notamment à combiner finalement des usages de ce sol récupéré, mais néanmoins au-dessus d'une infrastructure, donc un sol qui n'est pas tout à fait neutre, et des discussions entre les parties en présence, comme on explique ça très bien aux États-Unis, les parties en présence étant à la fois les spéculateurs ou les propriétaires des terrains concernés, qui tout d'un coup, n'étant plus au bord d'une autoroute, se retrouvaient face à un potentiel jardin de 14 km de long, les écologistes ou les politiques, et puis d'un autre côté les architectes qui tentaient de dire, écoutez, ces terrains c'est formidable, ça va permettre de construire des écoles, ça va permettre de construire des logements dans une ville qui a vu, comme beaucoup de villes américaines, une grande partie de sa population partir, faute de logements accessibles et faute d'écoles également. Sans vouloir insister sur ce cas, en fait c'est un peu le démarrage d'une série d'études qui a fait l'objet d'ailleurs d'une exposition il y a 2 ans au pavillon de l'Arsenal, à l'occasion d'un grand, on pourrait dire une grande consultation organisée par la ville mais par la région également, autour du futur des autoroutes ou de la fin des autoroutes, dans lequel j'ai repris en fait ces études et j'ai été voir, à la fois réellement et virtuellement, ce qui se passait ailleurs, aux États-Unis bien sûr, à Manhattan, mais également à Séoul. Et là, le cas de Séoul est un cas intéressant parce que la disparition de l'autoroute, qui avait été d'une certaine manière la conquête de la modernité par la ville de Séoul après la Deuxième Guerre mondiale, et qui avait sans doute contribué à
on pourrait dire, désenclaver la ville, à amener des habitants des périphéries vers le centre, qui avait aussi ménagé sous l'autoroute une série de petites économies de bricolage sur l'informatique notamment, décide en moins d'un mandat, c'est-à-dire comme en décision politique, de supprimer l'autoroute et de restituer une rivière qui avait été canalisée et qui était donc disparue. Donc cette espèce de processus assez étonnant de renaturalisation qui ne peut pas se faire complètement parce que les réseaux sont là, parce que la rivière, elle est d'une certaine manière condamnée à rester dans son état d'infrastructure. La restitution d'une apparence de rivière était un sujet qui était suffisamment étonnant et intéressant pour être mis en parallèle avec le dernier cas. Et je sais que Nassima nous a beaucoup coaché pour qu'on ne dépasse absolument pas l'horaire qu'elle nous a imparti. Le dernier cas qui était Paris-Plage, sur lequel on a travaillé, et là je reviens au groupe du tourisme, au groupe transversal tourisme, notamment avec Benjamin Pradel, qui faisait partie de ce groupe, sur la question de quel est le sens finalement de la transformation d'une autoroute urbaine achevée dans les années 70 je voulais reprendre les mots de Benjamin Pradel parce que c'était assez drôle, une sorte d'artefact en réalité, ou un pseudo-site balnéaire. Voilà. Et ce pseudo-site balnéaire qui a rencontré néanmoins son public avec quelque chose qui est fondamentalement une sorte de situation probablement, on espère, transitoire, temporaire, et qui illustre cette transition provisoire et temporaire, qui illustre par ailleurs un grand nombre d'opérations d'urbanisme qui aujourd'hui, faute de moyens ou faute d'idées ou faute on pourrait dire de projets politiques, se mettent en stade de projets éphémères avant peut-être de se développer sur des positions plus solides. Et donc après la logistique, le commerce et toutes ces mutations aujourd'hui qui traversent la ville et qui la remodèlent, la refaçonnent du fait des nouvelles pratiques éventuellement digitales, on voit que le point de vue des infrastructures aussi et la relation entre ville et infrastructure, elle connaît une grande transformation. On voit ces ruptures dans lesquelles on s'inscrit et qui marquent depuis une vingtaine d'années et de manière globale les dynamiques. Et quand on parle d'infrastructure, le LABEX urbain a aussi beaucoup fait, je crois, pour mettre en lumière une infrastructure moins apparente peut-être, mais tout aussi réelle, qui est peut-être celle du trottoir dont va nous parler la personne qui représente le groupe transversal et de travail d'ailleurs aussi, mobilité urbaine pédestre. Oui, bonjour. Donc, effectivement, avec les groupes transversal mobilité urbaine pédestre, depuis quelques années, on met une collaboration avec l'administration des routes départementales du Val-de-Marne. Et dans cette collaboration, l'idée c'est de les aider à se construire une capacité de diagnostic et d'analyse de la voirie pour favoriser la marche. Et dans ce cas, moi je suis en charge d'apporter un modèle de simulation des flux de piétons pour aider à traiter les enjeux de confort et de fluidité dans les trottoirs des routes départementales du Val-de-Marne. Et donc, le problème, c'est que comme les services techniques du Val-de-Marne, les services techniques des transports du Val-de-Marne, les services techniques ne disposent pas de beaucoup d'outils d'évaluation pour décider comment répartir l'espace. Et surtout quand il s'agit de la marche, parce que la marche, elle est prise en compte à titre secondaire dans les infrastructures de transport. Donc on dit que la voirie, c'est pour la circulation des voitures, donc la circulation des voitures, le stationnement des voitures. Et après, les trottoirs, l'usage des trottoirs, ça reste compliqué parce qu'il y a la signalisation, il y a des aménagements qui sont faits pour les vélos, mais pas pour les piétons. Et donc, ça fait que les choses soient compliquées pour les piétons. Et si on veut développer la marche, il faut prendre en compte à quoi sont sensibles les piétons. Et là, on va voir les interactions des piétons les uns les autres, mais aussi avec l'environnement qui les entoure. Et par exemple, on peut penser aussi au fait que nous, comme personnes, on a des distances qu'on met avec les autres personnes selon notre niveau d'intimité et aussi notre habitude culturelle.
Et ça, c'est voit aussi quand on marche. Donc, quand on marche, aussi, on voit qu'on va avoir une distance avec les autres personnes. Et donc, on parle là d'un espace personnel qu'on veut conserver et qui ne veut pas qu'il y ait des personnes inconnues qui viennent dans cet espace. Donc quand on marche, on essaie d'avoir cet espace personnel et d'essayer de savoir comment se mouvoir pour conserver cet espace. Et quand il y a des personnes qui ne sont pas invitées, qui viennent à cet espace personnel, on voit ça comme quelque chose d'intrusif, comme quelque chose qui est négatif, comme quelque chose qui diminue notre confort. Et en fait, avec les études qui sont faites avec les groupes et le conseil départemental du Val-de-Marne, ils se sont rendus compte que ce qui importait le plus pour les piétons dans les routes départementales, c'était le confort. Et la gêne qu'ils pouvaient sentir en se déplaçant, c'était surtout lié au fait d'avoir d'autres personnes qui venaient à être très proches d'eux dans son espace personnel. Et donc moi, je veux prendre ce concept de gêne et essayer d'avoir une mesure quantitative de la gêne pour l'inclure dans un modèle de simulation de piétons, pour pouvoir dire si on fait quelques aménagements dans les trottoirs, quelles sont les conclusions, qu'est-ce qui peut arriver dans le confort des piétons. Donc là, on voit que ça change complètement la façon dont on voit la mobilité, parce qu'il y a une dimension sociale de la mobilité quand on pense à la mobilité pédestre, et que c'est aussi lié au environnement de la marche, en tout cas. Bien, merci. Donc ça apporte une couche supplémentaire. Donc dans cette approche un petit peu rétrospective, qu'est-ce qu'à travers 10 ans du LABEX, et en prenant un petit peu 10 ans derrière encore, on avait finalement sous la main comme réalité, comme recherche, comme objet, des activités socio-économiques tournées vers effectivement les échanges, la vie des échanges, la planification et la place des infrastructures, et puis la place des infrastructures à une nouvelle infrastructure et à des pratiques dont il faut aujourd'hui, vers lesquelles il faut aujourd'hui se tourner, dans la mesure où c'est l'usager qui, à travers son ressenti, à travers, comme vient d'expliquer Laura, la distance d'intimité qui est rompue, qui va poser ces problématiques de confort et qui va finalement permettre de repenser la manière dont on développe et dont on peut connaître et on peut développer une infrastructure. Donc se tourner vers l'usager, oui, c'est évidemment dans cette approche qu'on a été pendant les 2 dernières décennies au moins, dans cette approche autour des mobilités, des villes mobiles. Mais ces usages et ces pratiques, ils sont aussi adossés à des représentations, à des imaginaires, à des idéologies, et ça a aussi été tout un pan des travaux qui ont été développés au sein du LABEX. Oui, merci Nassima. Alors effectivement la question c'était dans la dernière décennie, voire même 2 décennies, parce que c'est vrai que nos travaux glissent aussi sur le temps, c'était effectivement de revenir sur des objets, des cadres, qu'a traversé le champ de la mobilité, qui est un terme très mobile, comme nous venons de voir à travers les différents sujets qui ont été posés. Alors moi je vais juste m'exprimer à partir de mon point de vue, c'est-à-dire de mes propres recherches, même si évidemment elles se sont imprégnées d'approches renouvelées, et bien sûr y compris au sein du LABEX. Alors moi je me suis intéressée à la mobilité parce que d'abord j'avais une expérience professionnelle avant qui était dans ce champ-là, parce que j'ai travaillé à l'aéroport de Paris pendant plusieurs années, donc sur des grandes infrastructures que sont les aéroports, et puis aussi parce que je m'intéresse aux dynamiques de transformation des grandes villes, que j'analyse à travers la production de l'espace, les matérialités urbaines, les savoirs et doctrines, donc on parle bien de représentation, le planning, le design. Alors j'ai considéré dès le départ que le couple que forment la ville et la mobilité est effectivement structurant pour comprendre les processus métropolitains sur la durée, ce que fait la mobilité à la ville, ce que la ville fait à la mobilité. On voit bien même à travers les exemples du trottoir ou de l'e-commerce. Alors pour explorer ces champs, je rejoins bien sûr les travaux de Virginie que j'ai lus avec beaucoup d'attention dès le début de ma thèse. La question de l'infrastructure, justement, de par ma pratique et mes objets de recherche, est devenue centrale, envisagée selon une acception large de strates matérielles, d'abord, d'ouvrages et de réseaux, de dispositifs d'interaction sociale politique, et puis de socles de représentation imaginaire, une acception large qui, pour moi,
qui s'inscrivait aussi dans les infrastructure studies, bien sûr, et avec les travaux de Hughes ou de Gras, par exemple, et une exception large qui permet d'approfondir des questions qui travaillent les temporalités d'infrastructures, comme l'obsolescence, les conflits de pouvoir, l'agrandissement. Donc j'ai travaillé d'abord sur la ville aérienne, donc j'ai navigué dans le champ des représentations de la ville travaillée par la mobilité aérienne, ce qui m'a permis de comprendre les ressorts urbains de l'histoire des aéroports, de la conception des aéroports et de leur réalisation, mais aussi d'aller au-delà, vers d'autres sujets, comme l'étude de la vue aérienne. C'est d'ailleurs à travers ce thème que j'ai rencontré Frédéric Pouzin au travers d'un beau programme sur la vue aérienne. Donc là encore, ce terme de mobilité permet d'approcher, d'envisager plusieurs faces en fait, de cette montagne. Mais pour mes recherches, j'ai aussi souhaité adopter une double posture que j'ai retrouvée dans les travaux justement menés au sein du groupe transversal Inventé le Grand Paris, donc, que nous avons créé il y a 8 ans sous la forme d'un collectif et puis qui s'est transformé au sein du LABEX et qui porte sur une histoire croisée de l'aménagement des métropoles. Alors, je m'explique. Comme pour les historiens de la mobilité, je rappellerai d'ailleurs que la première conférence de l'association Transport, Traffic and Mobility s'est tenue à Paris-Est. Alors, avant la création du LABEX, mais ce qui montre qu'il y a aussi une grande tradition à Paris-Est d'accueil de ces conférences interdisciplinaires larges, etc. Donc, comme pour les historiens de la mobilité, que j'ai côtoyé avec plaisir, évidemment, ces objets ne peuvent se saisir sans appréhender leur construction, leur enracinement sur le temps long, et dans une nécessaire interdisciplinarité de l'histoire qui permet de saisir les techniques et les représentations, les usages et les institutions. Ça, c'est la première posture. Et la deuxième, elle est dans une démarche comparative, avec toute la difficulté, effectivement, de cette démarche-là, parce que ces objets sont communs aux villes, et Virginie le montrait justement au travers des différents moments de réinvestissement des infrastructures avec des destins évidemment différents. Et une démarche comparative permet des décentrements, des dialogues croisés autour de fils transversaux, de fils longitudinaux, qui peut appréhender les tendances qui dépassent les cadres locaux, mais aussi les singularités qui renforcent leurs ancrages. Donc c'est un croisement qui concerne tout autant les phases disciplinaires ou thématiques par lesquelles on observe ces objets, que les contextes urbains par lesquels on peut comprendre leur enracinement. Alors avec cette question de l'histoire, la question du futur a aussi été un point central de mes recherches, qui nous rapproche encore des travaux du LABEX. Elle est d'autant plus légitime que le transport s'est projeté de manière chronique dans une vision de la modernité à venir. On le voit encore à l'heure avec la voiture autonome, il y a le mythe qui va se réaliser de la voiture volante qui revient, alors qu'il y a un Suisse effectivement qui a décrit toute cette histoire depuis très longtemps. Et l'exemple de l'aéronautique, justement, a fait l'objet de plusieurs recherches, depuis celle de Joseph Korn, le Wing Gospel, qui a exploré la question des fictions et l'optimisme technologique aux États-Unis dans l'entre-deux-guerres et qui, évidemment, a agi sur le développement de cette mobilité, de l'aéronautique de manière générale, et bien sûr sur la question des aéroports. Question qu'ont aussi relayé des chercheurs en Europe, comme Christoph Hasendorf en Allemagne, avec son ouvrage Superconstellation, ou notre groupe de chercheurs, auquel Frédéric a aussi participé, sur l'histoire de la culture aérienne. Et cette compréhension du futur comme problème, c'est là où on se réjouit qu'effectivement il y ait un séminaire sur cette question du futur, parce que ce terme de futur, de demain, on voit émerger partout la ville de demain, etc., il est aussi très mobile, très ambigu. Elle est un point essentiel, à mon avis, pour comprendre nos cultures du transport, comprendre aussi les cultures urbaines, notamment dans l'aéronautique, puisque l'existence d'un moteur futuriste est attestée depuis le départ par une histoire qui est articulée autour des notions de pionnier, d'avancée, de conquête, d'invention, à distance desquelles, évidemment, il nous faut exercer un recul. Et de l'autre côté, cette même histoire qui remonte quand même à plus de 2 siècles, puisque effectivement il s'agit des frères Montgolfier, c'est un des points de départ, montre aussi la stratification des différents âges de cette construction des futurs qui accumule un patrimoine d'expérience, de connaissances qu'il nous faut capitaliser. Donc au-delà du fait que cette question du futur nous permet de mieux comprendre cette histoire de la stratification des villes, de ces projets, de ces plans, ce recul critique en fait sur l'historicité de la pensée du futur confère aussi une épaisseur importante au débat de notre temps, aux controverses, il y en a énormément de controverses, qui sont trop souvent figées en fait dans une sorte d'immédiateté de présent ou de ce que l'historien des techniques appelle David Edgerton appelle l'éblouissement du futur, indiquant que cela peut expliquer aussi l'existence d'un retard culturel permanent.
Donc c'est peut-être à cela aussi qu'invitent effectivement les dernières années effectivement, de recherche que j'ai vécues et ce qui m'a permis aussi de les produire. C'est un premier tour de piste, il va en avoir un deuxième, mais qui nous montre vraiment la diversité et l'articulation des thématiques et des questionnements qui ont été posés à travers plein de groupes, et puis d'une manière un petit peu de réseau, c'est-à-dire que ces groupes transversaux, ils sont même articulés, Nathalie vient de le dire, à des dynamiques de recherche qui sont nationales et transnationales, et qui nous mettent finalement en interaction avec des approches extrêmement pluridisciplinaires. Alors, déjà, ce champ des villes post-mobiles, alors je voulais vous dire, post-mobile, c'est pas de maintenant, hein, c'est vieux comme terme, hein. C'est bien avant la crise Covid, puisque les ouvrages sur la ville post-mobile ont commencé à apparaître en 2016. Donc, bon, on a déjà presque 5 ans de recul, donc c'est même se demander si c'est pas obsolète. Mais j'ai quand même voulu demander aux unes et aux autres si, j'allais dire, les 18 derniers mois, dans la manière dont elles traitaient leurs différents thématiques, mais aussi dans l'interaction avec les acteurs urbains, les acteurs du commerce, les acteurs de la planification. On parlait des promoteurs tout à l'heure avec Virginie, les acteurs publics. On parlait ici du conseil départemental du Val-de-Marne, donc les collectivités faisaient avec une perte de repères, une perte de rupture, et aussi une perte de... C'est pas simplement le fait de ne plus pouvoir bouger momentanément, c'est que c'est la dynamique de croissance qui était beaucoup sans doute liée à la mystique de la modernité et du futur, qui a été peut-être perdue. Et autour de cela, je crois que Virginie, vous avez déjà des travaux en cours. Oui, alors... Oui, merci. Donc là, le développement sera plutôt sur quelque chose qu'on a effectivement mené à l'intérieur du groupe transversal et qui a été de rassembler deux colloques qui avaient été organisés par des membres du groupe dans un ouvrage qui s'appelle donc Narration touristique et fabrique des territoires quand tourisme, loisirs et consommation réécrivent la ville. Donc cet ouvrage a été dirigé par Nathalie Fabry, Benjamin Pradel et moi-même. Et à partir de ça, ce que je pourrais dire, c'est que nous avons, peu de temps avant cette période troublée, nous avons, avec d'autres, fait une exposition, là aussi au pavillon de l'Arsenal. C'est la deuxième fois que je parle de cette institution, mais qui a le mérite de croiser beaucoup de sujets finalement, et c'est assez intéressant. Sur cette fois la question métropolitaine et notamment la question des hôtels dans la métropole. Et moi, dans ce contexte-là, et par rapport à ce sujet de la place du tourisme et des loisirs, j'ai proposé de faire une contribution que je suis en train de développer aujourd'hui d'une autre manière au sein du UMR-Auxerre sur ce qu'on appelle en anglais, enfin c'est un terme un peu barbare, qui est staycation. Staycation, c'est ne plus partir en vacances à l'autre bout du monde en prenant les beaux avions de Nathalie. Je n'ai pas d'avion. Staycation, ce n'est pas non plus aller rester chez soi, quoique on pourrait peut-être faire du staycation chez soi. Non, staycation, c'est peut-être prendre le RER et venir pas loin d'ici, dans quelque chose qui n'a pas forcément été pensé pour ça, mais qui peut-être va le devenir, en tout cas dans une sorte de logique de ne plus aller très loin, de rester à côté, et certes de changer d'endroit, hein, il ne s'agit pas non plus de rester chez soi, de changer d'endroit, de changer, pour aller où? Eh bien pour aller, là aussi c'est un peu un slogan, mais pour aller au vert, c'est-à-dire pour aller dans un endroit où il n'y a pas de trottoir, désolé. C'est plus de la campagne, hein, s'il y a des trottoirs. Donc aller à la campagne, aller dans un endroit où il y a des forêts, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de choses, des champs, etc. Mais il n'y a pas la ville. Et ce phénomène, à l'occasion de cette recherche
pour cette exposition. Ce phénomène n'est pas récent, c'est là aussi où on en parlait avec Nassima, on redécouvre des tas de choses en disant mais c'est formidable, tout d'un coup on va partir en vacances à 100 km de chez soi ou même moins. C'est pas récent si on se rappelle que grâce au chemin de fer quand même, il faut de nouveau une infrastructure, on a développé donc dans la deuxième moitié du XXe siècle tout un réseau, on pourrait dire, de villégiatures. Alors il y avait Marie de la Place qui écoutait cet exposé, qui me disait mais c'est que pour les gens très riches, pour la grande bourgeoisie. Je disais, non, pas du tout, pas forcément. On pense aux guinguettes, qu'on pense à il faut relire les écrivains du 19e. On sort de Paris, mais pas très loin, et on revient parfois le soir, ou alors on reste. Les deux sont possibles. Et souvent ces petites villégiatures, grandes ou petites d'ailleurs, deviendront ensuite des résidences permanentes parce que le trafic aidant, le RER, etc. C'est parfois une partie de ces villégiatures deviendront donc d'autres choses, c'est-à-dire des résidences permanentes et perdront leur statut, on pourrait dire, de vacances, de loisirs. Et en parcourant rapidement, rassurez-vous, l'histoire, on sait que dans les années 60, on a renouvelé finalement, mais bien sûr avec d'autres moyens, cette possibilité d'aller quelque part dans la nature, mais pas très loin de chez soi. C'était inventé par un Belge, c'est devenu quelque chose qui est aujourd'hui, c'est pour ça que je vais faire comme Nathalie, je copie, je vais commenter un peu les photos, qui va, donc il y a quelques années, je crois que c'était il y a 3 ans, donner ce village nature, qui est tout à côté d'ici, qui a la particularité d'être le dernier, on pourrait dire, rejeton d'une famille de parcs de loisirs privés, mais qui à l'origine était pour les gens plutôt modestes, ce qui n'est plus le cas véritablement de ce village nature. Pour des gens assez modestes qui, à moins de 2 heures de chez eux, et bien sûr on change de mobilité, on prend plus le train, on a une voiture dans les années 60, à moins de 2 heures on pouvait trouver un petit bungalow qui permettait de résider quelques jours dans la forêt, donc on n'est pas dans la ville, dans la forêt, avec en général une pièce d'eau qui deviendra ensuite, dans la deuxième partie de cette histoire, un paradis exotique. Donc là aussi le voyage se fait immobile. Ce paradis exotique a un nom, ça y est, le nom m'échappe, mais non, c'est une sorte de, sous une bulle, il y a une piscine très chauffée. Oui, ça c'est le nom générique, mais le nom de ce lieu-là, c'est pas grave, que ceux qui connaissent lèvent la main. Et donc on va aller aussi, plutôt que d'aller prendre l'avion, je ne sais où, aux Caraïbes, on a son paradis exotique finalement à 2 heures de Bruxelles, à 2 heures de Berlin, pardon, pas Berlin, à 2 heures de Bruxelles, à 2 heures de Paris, et à 2 heures d'un certain nombre de grandes villes, donc en Grande-Bretagne, en Allemagne, en France et en Belgique essentiellement, qui vont se développer gentiment jusqu'à être rachetées, donc il y a une vingtaine d'années, par le groupe Pierre et Vacances, qui est un des leaders européens d'origine française du tourisme de loisirs, et qui vont en faire autre chose. Et donc c'est là aussi ces évolutions entre ce tourisme de proximité populaire, en tout cas économique, vers quelque chose qui est un produit plus haut de gamme. Ici, vous avez la rencontre de l'entreprise sans doute la plus efficace en matière de parc à thème, qui est évidemment la compagnie Disney, et donc un des leaders du tourisme immobilier français, Pierre et Vacances, pour produire, donc avec des architectes dont certains sont assez connus. Ici, c'est Jacques Ferrier, et pour l'Aquamondo, ça y est, l'Aquamondo. Et donc nous sommes sur cette photo, on est sur l'Aquamondo et on regarde donc les villégiatures qui ne sont plus des maisons, mais en fait une très large gamme de petits immeubles et bien sûr encore des maisons dessinées par un architecte français qui s'appelle Pierre de Gastine. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut conclure de cela par rapport à notre situation depuis 18 mois ? Eh bien, c'est que finalement, cette espèce on pourrait dire d'appétit, de plaisir d'aller quelque part qui n'est pas la ville, qui est un endroit dans la nature. Alors, la nature, peut-être que la ville est pas loin, mais qui veut scénographier la nature, peut-être, parfois la retrouver de manière plus fondamentale. Ici, c'est plutôt de scénographie que de nature dont il s'agit. Mais est suffisamment intéressant pour dire que
cette volonté, ou plutôt cette incapacité que nous avions de bouger. Je lisais hier que 600 000 Parisiens, quand on dit Parisiens, c'est la métropole, ont quitté Paris au moment du premier confinement. Et sont allés où? Ils sont allés à la campagne, principalement. Ils sont allés dans la famille, chez des amis. Ils ont loué en Airbnb des maisons dans des villages. Et peut-être que ce phénomène-là, même si tout redevient normal, ce que bien sûr je souhaite, que ce phénomène-là va persister. Et que finalement l'idée de forcément aller très loin, de partir à l'autre bout du monde, peut-être qu'entre les risques épidémiques qui ne sont pas encore complètement jugulés, et les coûts, et le fameux flight shame dont tu n'as pas parlé, Nathalie. Non, mais vous inquiétez pas, ça arrive. Donc le fameux flight shame vont faire que ce qui était auparavant peut-être quelque chose d'un peu particulier, partir en vacances à moins de 2 heures de chez soi, ce qui est le cas de Center Park. Alors le village nature c'est encore moins loin, puisque je crois qu'on doit mettre 1 heure pour aller... Il y a un bus après le... Bon alors tout va bien, c'est vraiment très près. Et la ligne 17, on s'en occupe. Et pour conclure donc sur le travail du groupe tourisme, c'est qu'il est aussi relié, et ça c'est important de le dire, avec un environnement qu'on a contribué à alimenter, qui est une autre organisation qui regroupe toutes les universités qui veulent bien adhérer à ce système, qui travaillent sur ces sujets-là, et qui s'appelle Astre. Merci beaucoup, c'est très riche. Néanmoins, on est déjà dans l'après, mais un après sur lequel il y a beaucoup de points d'interrogation. Je vais parler de la recherche que je suis en train de faire. Et en ce moment, donc, au sein de l'UMR Auxerre, entre 2 labos de l'UMR, un qui est situé à Belleville et l'autre à Malaquais, et même un 3e à la Villette, nous sommes en train de monter une recherche sur l'impact donc, de la Covid, de l'épidémie, sur les hôtels, donc du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire d'un point de vue qui interroge à la fois les structures matérielles et culturelles de ce phénomène. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'épidémie? Et qu'est-ce qui va se passer? Donc on essaie de faire effectivement aussi, de se projeter dans un futur plus ou moins proche, essentiellement sur la base d'entretien en fait, et également de visite de ces hôtels. Simplement pour vous donner un exemple, il y a un groupe qui s'appelle Mercure, qui est bien sûr très connu, et qui interviewé a expliqué que très probablement, on ne reviendrait jamais à la situation précédente. C'est quand même intéressant de le noter. Non pas tellement à cause du tourisme, mais vous le savez sans doute à cause de la clientèle d'affaires, qui sera sans doute la dernière véritablement à peut-être revenir à un état qu'elle ne retrouvera jamais, donc elle ne reviendra jamais comme elle l'avait pu le faire, et qui donc envisage très sérieusement de transformer une partie de ces espaces, notamment ceux du rez-de-chaussée, en espace pour le quartier. Donc là, on tombe un peu des nues, donc une société complètement, on pourrait dire, privée, qui se met à envisager donc, des activités beaucoup plus en relation avec sa proximité, alors que c'était évidemment quelque chose qui était impensable il y a quelques mois. Voilà. Merci beaucoup, ça montre l'agilité des acteurs privés. Agilité, on va en parler tout de suite avec Hélène, parce que les partenaires privés du e-commerce se sont aussi remobilisés, réorganisés, et on va peut-être regarder à la fois l'activité des entreprises, mais aussi des employés, car on en voit évidemment beaucoup plus sur les rues, sur des vélos, je crois. Oui, mais pas que. Donc voilà, oui, pour le e-commerce spécifiquement, bien qu'il a pris une part plus importante de biens de consommation année par année, la pandémie de Covid-19 a clairement accéléré ce phénomène. Et en particulier pendant le mois de fermeture des magasins, de nombreux obstacles ont été levés et les magasins en ligne ont pu convaincre même des populations plus âgées et dans les catégories de produits sensibles comme l'alimentation. La crise sanitaire et les barrières mises en place pour ralentir la propagation des virus ont donc propulsé certaines tendances émergentes en premier plan. Le programme scientifique de la chaire de recherche à laquelle je suis rattachée, Logistic City, suit ce développement, notamment sous la perspective de 3 aspects différents.
Premièrement, le nouvel lieu lié au e-commerce. On note une tendance très claire à Paris, mais aussi dans les villes d'Asie et d'Amérique du Nord, par exemple, au retour des entrepôts en ville. Après une tendance historique bien documentée de déplacement vers des zones périurbaines, ce qu'on appelle l'étalement logistique ou logistic sprawl dans la littérature. Et en fait, le principe n'est pas de remplacer ces grands entrepôts périurbains par des petits hubs en ville, mais d'affiner la structure logistique au niveau hiérarchique. D'une infrastructure XXL à XS, donc, qui permettra de réaliser la livraison à l'échelle de la ville. Mais toutefois, ces nouveaux entrepôts urbains permettent une nouvelle forme, multi-étages, multi-utilisateurs, multifonctionnels ou micro. Deuxièmement, les nouveaux véhicules associés au e-commerce. Ces nouveaux véhicules de livraison sont mieux adaptés à la ville, mais nécessitent une organisation logistique différente de l'actuelle. En d'autres termes, ce type de véhicule ne permet pas un remplacement un sur un et dépendent fortement, par exemple, d'une infrastructure locale des hubs pour se recharger, se charger et se stocker la nuit. Ces véhicules sont zéro émission, connectés et progressivement autonomes. Et troisièmement, les nouveaux métiers associés au e-commerce. Ici, la logistique a une plus longue histoire de pseudo-salariés par des structures de sous-traitance. On constate que cette tendance s'accentue avec la montée en puissance de l'économie de plateforme. Ces livraisons urbaines font de plus en plus appel à des micro-entrepreneurs ou des auto-entrepreneurs, comme on les appelle en France, des gig workers au Royaume-Uni et aux États-Unis, et des riders en Espagne et en Italie. Donc pourtant, ce concept initial de cette plateforme a trouvé sa grève dans l'autonomie de partage et on visait à mieux utiliser la capacité disponible que les navigateurs appelaient le crowd ou la foule dans leurs voitures et dans leurs bagages. Mais si le modèle de la foule reste très marginal, le modèle des gig workers domine dans les villes du monde entier. Un contre-mouvement est bien en marche, mais ça reste compliqué. Des grèves de no delivery des riders en Italie, le rejet de syndicalisation des gig workers aux États-Unis, le rejet d'un référendum pour renforcer le statut des gig workers en Californie, etc. Donc ces trois sujets ils sont au cœur du programme de la recherche scientifique de la chaire et ils contribueront à façonner le domaine de recherche de la logistique urbaine dans les années à venir. D'accord. En ce qui concerne la mobilité active, donc, on voit que dans les dernières années, pas seulement pour la pandémie, mais ça existe depuis un bon moment, on va dire, responsable politique, on a un intérêt croissant pour la mobilité. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer de résoudre des problèmes de sédentarité, de congestion, de pollution. Et aussi, avec la pandémie, il y a cette idée d'aider à la santé des citoyens, de promouvoir l'activité physique. Mais donc, il y a d'un côté cet intérêt des responsables politiques, mais pour pouvoir concevoir des infrastructures qui sont appropriées pour les piétons, il faut aussi étudier la mobilité pédestre et donc de prendre en compte aussi quels sont les besoins des piétons. Et donc, par exemple, notre relation avec le conseil départemental du Val-de-Marne, on a des réunions avec eux pour les aider de répondre aux attentes, mais aussi de les aider à comprendre quels sont les besoins, de pouvoir exprimer les besoins et de pouvoir donner des arguments aux aménageurs pour savoir quoi faire pour qu'on marche mieux et plus dans la voie. Et donc, comme je disais tout à l'heure, donc, dans la mobilité pédestre, il y a aussi cette dimension sociale du fait qu'on est en interaction les uns les autres. Et donc, par exemple, il peut s'agir qu'un piéton peut avoir l'envie de se rapprocher à quelqu'un d'autre. Donc, ça peut pas forcément se voir, disons, une voiture qui va se rapprocher à une autre voiture pour parler, mais nous, comme piétons, on peut se rapprocher à des autres. Et aussi, on est plus conscient du fait que la façon comment je marche, ça peut affecter les autres. Donc, il y a toute cette interaction. Et on peut penser aussi aux interactions
qui peut être, disons par exemple, une proximité qui peut être désirée, donc on veut être proche de quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi l'effet qui est, si on est proche des inconnus, ça peut se sentir comme une promiscuité qui est indésirée, qui est négative. Et il y a aussi l'effet qui est dans la marche, il y a différents types de marches, donc c'est ça que je montre, disons, dans des différents photos par contre. Il y a par exemple les piétons qui se baladent tout simplement dans la rue sans but apparent, mais il y a aussi la marche utilitaire de la personne qui veut aller à la gare directement. Il y a aussi l'effet qu'on peut faire une pause dans la marche, qui n'est pas si souvent fait dans les différents types de mobilité. La pause, c'est aussi de la mobilité. Aussi avoir des rencontres. Et donc, on peut voir, par exemple, dans un trottoir, différents types de piétons qui interagissent entre eux et comment l'espace aussi, il conditionne la manière comment ils vont interagir. Et donc là, on voit que la mobilité pédestre, elle est complexe. Et disons, en utilisant des outils numériques comme la modélisation, la simulation, ça nous permet de prendre en compte les différentes interactions entre les piétons, les différents types de piétons et comment l'espace les conditions pour pouvoir décider comment faire de nouveaux aménagements pour que ce soit plus propice pour les piétons, pour que ce soit plus confortable, pour qu'on arrive finalement à que, bien s'il y a cet intérêt pour la mobilité active, que cet intérêt se réalise. Voilà pour moi. C'est une question. Oui, moi j'avais une question parce que j'ai l'impression que la mobilité pédestre fonctionne certes sur une surface, également sur ceux qui sont sur cette surface, les autres marcheurs, mais également sur, on pourrait dire, le fond et les côtés, ce qui se passe le long et ce qui se passe au fond. Et ça, nous, pour les architectes, c'est extrêmement intéressant parce que s'il ne se passe rien, et si le cas typique, c'est qu'on marche sur un trottoir, par exemple, pour venir ici, il se passe pas, heureusement il fait beau, il ne se passe rien, on est juste dans une espèce de situation où il y a à droite une haie avec des ronces, et puis à gauche, des voitures qui vont un peu vite, et puis des arbres, bon, c'est joli parce qu'il fait beau. Au bout d'un moment, c'est d'un ennui mortel. Et, alors que si on est en ville, et que la ville est belle, on peut faire des kilomètres, et la chose est beaucoup plus stimulante, intéressante, et il y a toujours quelque chose qui se passe, même s'il ne se passe rien, hein, mais visuellement. Donc je pense qu'il faut sans doute aussi prendre en compte ça. Et, pas simple. Et ça c'est difficile à mettre dans un algorithme. Hein. Oui. Oui. Oui, là c'est vrai. Et là pour l'instant, on se concentre sur ce qui revient des résultats de ces collaborations avec les conseils départementaux. Et là, donc, l'ancien postdoctorant, il a fait des entretiens avec les personnes qui prenaient des routes départementales du Val-de-Marne. Et même s'il y a cet aspect de la verdeur, des trottoirs, etc., on voit que la première chose, la plus prenante, c'était qu'ils étaient dans des trottoirs qui sont étroits et il y avait la présence des autres qui n'étaient pas bien reçus. Donc il faut... Alors, est-ce que c'est pas culturel à ce moment-là? Est-ce qu'il y a l'aspect culturel? Oui, bien sûr. Donc, bien sûr, disons par exemple, la façon comment on dimensionne cet espace personnel, ça n'a rien à voir avec la culture. Et aussi avec l'effet si on se sent, l'intimité aussi, mais les différences sociales qu'il peut y avoir avec les personnes qui est juste à côté de moi en train de marcher. Donc là, on se concentre, disons, la première chose qui vient à l'esprit des piétons, c'est ok, c'est difficile de marcher, il y a beaucoup de monde. Donc on se concentre sur ça, et après on peut voir les différentes choses qui vont avec. Mais si on ne fait rien par rapport à ça, ce sentiment-là, ça va être plus joli, mais ça ne va pas forcément faire que les personnes aient cette envie de marcher plus. Merci beaucoup. C'est un point sur lequel on aura peut-être tout à l'heure. On voit qu'il y a des thématiques qui se croisent, qui commencent déjà à se croiser pas mal. Mais on est dans ce deuxième round, on est passé effectivement de cette ville post-mobile qui n'est pas forcément la ville post-voiture, vous l'avez bien compris, mais dans laquelle il y a des nouvelles composantes, et donc il y a ces composantes effectivement
autour de geek workers, on va dire cela comme ça, qui sont dans l'espace, dans un espace qui a été peut-être fui en partie à travers les travaux de Virginie, mais qui est en même temps réinvesti à travers une approche autour du stress et autour de l'inconfort et aussi de la capacité de mieux entendre toutes ces dimensions psychologiques et ce rapport, donc on l'a dit, à l'espace, à la culture, à l'environnement. Et là, beaucoup de travaux finalement sont déjà lancés depuis un petit moment. Je me tourne vers Nathalie, parce que ils ouvrent là la perspective en essayant aussi de pas rester trop, de prendre un peu plus large et aussi un petit peu plus long dans le temps. Et voilà, un certain nombre de concepts ont été un peu forgés ces derniers temps, mais peut-être que Nathalie va nous dire lequel elle préfère. Alors, oui, parce que ce qui a fait évoluer ma réflexion et mes travaux de recherche, et c'est tout au début, en fait, c'est cette question de l'anthropocène. Alors, je sais que c'est un terme très lourd, très contesté, très discuté, sans doute insatisfaisant pour certains. Il y a toute une collection là-dessus, au Seuil, etc. Mais on est dedans et il embrasse des enjeux importants que, d'une certaine façon, la crise du Covid a rendu visible. Enfin, Loïc mentionnait la tribune l'article de Bruno Latour en disant il ne faut pas gâcher une crise, mais derrière, évidemment, c'est la grande crise, en fait, qui est là, et des zoonoses qui ont des effets à l'échelle mondiale, la planétarisation de l'urbain par les flux, ces termes d'avant, après, normal, anormal, qui évidemment ne nous satisfont pas du tout, puisqu'on est dans des glissements du temps, on est dans une sorte de continuité, et puis on est aussi dans une divergence des trajectoires qui s'accélèrent. C'est-à-dire que, pour le coup, effectivement, il y a des effets rebonds où tout d'un coup on repart avec effectivement des choses qui s'écartent. Enfin, tu m'alertais sur la question du transport aérien, mais on voit bien qu'effectivement les choses sont vraiment très divergentes, ou du moins qu'il n'y a pas forcément une prise de conscience évidemment collective de ce qui s'est passé, que chacun a sa façon finalement de vivre la crise du Covid, les effets et ce qu'il faudrait soi-disant faire. Donc moi j'en reste à cette question de l'anthropocène parce qu'elle est cruciale, et d'autant plus que dans ce débat, en fait, le transport est vécu à la fois comme problème et comme promesse, confère évidemment tous les programmes de recherche qui s'inscrivent plus ou moins là-dedans, sachant que cette dialectique, à nouveau, elle n'est pas nouvelle. Mais au-delà, je pense que le transport apparaît comme une arène très très ouverte pour mettre à jour en fait les enjeux de l'anthropocène, et réciproquement, ce prisme nous permet aussi de renouveler les perspectives de l'histoire du transport, le rapport à la nature, l'épreuve du risque, l'existence d'une conscience contemporaine des effets sur les milieux. Donc je fais référence notamment à l'ouvrage L'événement anthropocène aussi, qui évoquait cela sur plusieurs thèmes. La contre-productivité, je renvoie aux travaux d'Illich, et les tensions aussi entre les fins et les moyens, dont témoigne quand même l'incohérence chronique de l'économie des transports. Et ce prisme, il ouvre aussi, bien sûr c'est risqué, mais la possibilité de rompre un relatif isolement, un relatif cloisonnement qui peut exister entre des travaux en sciences sociales dont les préoccupations plus contemporaines peuvent dialoguer peu avec l'histoire, et des travaux d'histoire qui ne dialoguent pas forcément toujours avec les controverses du présent, alors qu'ils ont montré aussi des dimensions multiples, architecturales, écologiques, politiques, économiques, etc., de l'inscription des transports dans la longue durée. Une fertilisation qui existe quand même dans le champ académique, avec toujours le risque d'une interdisciplinarité qui se perd, alors que la recherche, elle doit être aussi ancrée à chaque fois dans une discipline, mais qui pour le coup est souvent absente, même quasi absente en fait, dans les débats politiques, qui oublient volontiers les mobilités du passé pour promouvoir celles de l'avenir comme des solutions radicales. Donc, je reviens à cette question de l'éblouissement du futur qu'évoquait Edgerton. Et donc, une posture qui permet d'inscrire ça sur le temps long et d'interroger cela dans la question de l'anthropocène pourrait poser la question de savoir pourquoi la vitesse est-elle devenue si importante, alors que justement on recherche d'une certaine façon des vitesses lentes, ou que l'immobilité effectivement entrave certains. Pourquoi la performance reste-t-elle l'idéal des mondes mobiles? Comment l'histoire, autrement dit, peut-elle nous aider à penser ces transitions vers la mobilité? Un changement de focale, donc dans une perspective peut-être d'histoire un peu opérante, pour reprendre les termes des Italiens, operante,
qui amène notamment à s'intéresser aux faits urbains comme planétaires. Je renvoie aux travaux, au très bon article de Éric Charme et Max Rousseau dans La vie des idées, j'allais dire la vie urbaine, la vie des idées, sur la planétarisation de l'urbain, où ils ont analysé effectivement la circulation du virus en montrant qu'il était parti en fait de foyers qui étaient très peu denses, mais qui étaient très en relation avec le monde. Donc là, je renvoie aussi à ce que disait Armel Chopin sur cette localisation finalement des circuits de la mondialisation, où il y a une exposition, je crois, qui a ouvert à Manhattan ou Guggenheim sur la campagne, initiée par Mohamed Colas. Donc on est dans cette ville territoire qui devient presque planétaire pour certains, qu'avaient introduite les Italiens, les Allemands, les Suisses dans les années 90, Corbeau, Sieverts, Secchi, puis repris par Vigano, etc. Et donc cette question-là est la question de la mobilité. Donc ça renvoie d'une certaine façon aussi à ce qu'évoquait Virginie autour du staycation, et des travaux là encore d'Éric Charme sur la ville-territoire. Ce serait intéressant d'ailleurs dans toutes ces centaines de milliers, pas de Parisiens pour le coup, mais de Franciliens ou de Lyonnais qui sont partis, qui évidemment avaient un certain revenu qui leur permettait de partir, il faut le mentionner, qui effectivement dans ces territoires périurbains a éprouvé la nécessité de partir, alors qu'on a aussi un autre cadre, un autre environnement qui finalement peut plus facilement inviter à des formes d'immobilité. Explorer aussi les interférences exercées par les techniques de déplacement qui façonnent l'environnement, comme par exemple les pratiques de déplacement, les frontières géopolitiques, les expériences sensitives, les nouvelles spatialités, on l'évoquait à propos de la marche, toutes questions qui permettent notamment de conclure sur cette image, parce que l'idée c'est aussi un moment de rendre visible sur le temps long l'emprise de ces techniques de déplacement pour penser les réversibilités et puis pour voir au-delà effectivement d'artefacts très visibles, les aéroports, les voies de chemin de fer, etc., la diffusion qu'elles ont eue. Et je renvoie à ce très beau travail en fait de Caroline et de son équipe, qui était venue d'ailleurs le présenter dans le groupe Inventer le Grand Paris, dans un des séminaires sur les perspectives transnationales. Donc Caroline, qui est professeure d'histoire urbaine à la TU Delft, et qui a fait tout un travail donc sur les oil spaces, on appelle ça donc les oil spaces. Alors c'est pas oil space, mais on pourrait parler effectivement des paysages du pétrole comme des espaces du pétrole, avec tout un corpus d'archives vraiment très très imposant, où effectivement les chercheurs iraniens qui ont travaillé, donc là aussi on est dans une archive qui est aussi mondiale, et qui a rendu compte en fait de l'emprise planétaire de la technologie pétrolifère, des puits aux stations, de l'extraction au financement, de l'émergence des grandes multinationales aux différents impacts dans la société et l'économie. Et qui a donc traduit cette recherche dans des articles tout à fait sérieux, Journal of Urban History aussi, mais également à travers une exposition. Et donc là, ça fait aussi référence à nos discussions très intéressantes qui ont eu sur la diffusion de la recherche urbaine, et sur la manière de rendre compte. Alors l'exposition n'a sans doute pas eu effectivement un succès de masse, mais on voit bien, et tu parlais du pavillon de l'Arsenal, que c'est aussi une façon, un moment de rendre compte, et en utilisant des médias de réalité augmentée, de cartographie, etc., d'interfaces, de séminaires, de conférences qui permettent de diffuser ces éléments qui, là pour le coup, intéressent de très 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 près le public, tous nos concitoyens, qui parfois même sont bien plus en avance que nous, confèrent effectivement l'entrée dans le dictionnaire du Flixcam en Suède, ou d'autres mobilisations effectivement qui sont en avance, à mon avis, sur un certain nombre d'agendas de recherche. Et voilà, j'ai commenté l'image. Merci beaucoup. Merci. On va faire en sorte d'avoir quand même quelques minutes de discussion, car il y a peut-être des questions, mais simplement, c'est difficile c'est plutôt une ouverture vers des questionnements, vers des croisements, plutôt que des conclusions en tant que telles. Moi, j'ai envie de dire qu'on a tenté au cours de cette session de croiser des regards, de croiser des disciplines et des approches, et de se demander, à travers un tour d'horizon, des politiques, des pratiques, des supports infrastructurels, des imaginaires, des mobilités urbaines, de comprendre ce qui s'était passé dans le temps finalement, dans lequel le LabEx s'est lancé, avec quel bagage intellectuel et méthodologique on travaillait, et comment il avait peut-être été remis en cause, mais finalement pas tant que ça, au fond, plutôt renforcé
dans des questionnements, dans des souhaits d'aller un peu plus loin, peut-être de croiser davantage les enjeux sociaux, spatiaux, économiques aussi. Et à ce titre-là, je propose tout de suite, il restera un petit quart d'heure, de laisser la place aux questions qui peuvent à la fois venir de la salle, mais peut-être aussi de nos collègues en ligne. Alors je vais aussi demander, peut-être qu'on va les mettre... hop, il faut peut-être fermer. Tout simplement, voilà. Donc demandez peut-être aux collègues qui sont en ligne, s'ils veulent poser des questions, de lever la main, c'est plus facile sur votre écran pour qu'on puisse vous donner la parole. Moi, j'ai juste une première question, le temps que les questionnements, les mains se lèvent. Donc, à toutes les quatre, qu'est-ce qu'on fait de la voiture? Quand on en a deux, qu'est-ce qu'on fait des voitures? Alors déjà, comme vous le savez, une grande partie des Parisiens n'a pas de voiture. Donc, moi, je n'ai plus de voiture à Paris. J'ai une voiture pour aller de la gare à effectivement une maison à la campagne. Donc elle est à côté d'une gare, c'est intéressant. Voilà, oui, c'est pour ça que je te le dis. D'accord. Donc je prends le train pour sortir de Paris et je n'ai pas de voiture à Paris. Voilà. Et je pense que tout laisse à penser qu'on aura de moins en moins besoin d'une voiture à Paris. Et ce qu'on peut espérer, c'est toujours ça la question, c'est que quand une décision de ce type-là est prise au niveau politique, il faut espérer que les infrastructures suivent. Donc on en revient toujours aux infrastructures. Les infrastructures suivent, c'est-à-dire effectivement, je pense des trottoirs, mais que la rue ne devient pas invivable. Bon, c'est ça aussi qui me frappe. C'est-à-dire que le mélange aujourd'hui d'autoroutes pour vélo et de parcours réservés pour les bus et de voitures énervées parce qu'il en reste et il y en aura toujours, ou de scooters électriques éventuellement, encore plus énervés parce qu'il faut qu'ils aillent vite et qu'ils sont mal payés, nous fait un espace urbain, mais invivable, je dis, pour les piétons. Là. Et je ne sais pas très bien comment... finalement, je pense qu'il y a une espèce de réflexion collective à mener pour que les choses ne deviennent pas hyper spécialisées. C'est un peu ça, l'impression que j'ai aujourd'hui sur la ville de Paris, c'est qu'on est ce qu'on craignait il y a 10 ans. Je me rappelle très bien une discussion sur le papier il y a 10 ans. On se disait ce qui va être infernal, c'est s'il y a les piétons, les personnes âgées, les bébés, les machins, etc. Et chacun dans sa ligne. Et si tu veux traverser, tu ne peux pas. Quelqu'un d'autre veut réagir après la question Alors, à mon avis, c'est un très très beau sujet parce que, alors, évidemment, les villes denses, elles ont des services de mobilité qui sont très luxueux. Je veux dire, Paris, on a le métro, ce serait même aberrant, je dirais, d'avoir une voiture, sauf si effectivement on va travailler dans des endroits inaccessibles. Mais le problème, c'est qu'en fait, il y a des régions urbaines qui sont très grandes et qui sont dépendantes à la voiture. Ce qui s'appelle le car dependency, sur lequel travaillent d'ailleurs un certain nombre de collègues au LVMT. Et donc là, c'est pas un choix, en fait. C'est vital d'avoir ce type de mode de déplacement qui a aussi déterminé le déploiement de ces régions, même si auparavant, il existait aussi des très très bons réseaux de tramway qu'on fait à Paris, qui malheureusement ont été supprimés, alors que ce n'est pas forcément le cas dans les villes européennes. Donc moi, je voudrais juste mentionner deux choses, en fait. D'abord, il y a des travaux très intéressants effectivement, qui se font sur la post-car city, donc sur qu'est-ce que ça veut dire effectivement un travail de planification urbaine, de réflexion effectivement sur cette grande ville territoire, dans un schéma où effectivement on veut se débarrasser, ou en tout cas effectivement redevenir moins dépendant de la voiture, qui permet d'accéder à tel ou tel commerce, service, et voilà, bon, le e-commerce c'est bien, mais enfin c'est bien aussi de sortir chez soi, voilà, et de retrouver une ambiance urbaine, mais qui soit différente peut-être de celle effectivement qui existe dans les villes-centres. Donc c'est notamment les collègues de Genève, je pense, ou les collègues de l'EPFL, etc. Et en pensant à l'EPFL, je pense aussi au forum Vie Mobile, d'ailleurs c'est intéressant aussi d'associer sans doute d'une certaine façon aux travaux du LABEX, parce que voilà, autour de Vincent Kaufmann ou d'autres, avec l'exposition aussi mobilité qui était organisée avec Caroline Gallès et Anne Jarijon, enfin des choses très intéressantes.
Et puis le deuxième point, c'est juste une recherche qu'on engage tout de suite, qui a un beau nom un peu viking, qui s'appelle Todd Isrour, que notre amie Brigitte Guipot a évoqué ce matin, qui justement aborde cette question des grandes régions urbaines et de la question effectivement de la desserte par des transports publics ferroviaires, mais qui eux-mêmes, et c'est bien le problème du dispositif de Todd, génèrent une gentrification et du coup une éviction aussi de populations qui sont obligées d'aller dans des endroits moins desservis. Donc je trouve qu'aborder la question du post-car permet aussi de réaborder la question des inégalités territoriales, des grandes régions, etc. Et puis après, j'ai aussi une grosse interrogation, alors qui provient sans doute du milieu économique qui est rattaché aussi à l'école des ponts, c'est que l'automobile, c'est quand même un très gros marché, d'où le fait qu'effectivement le véhicule autonome devienne non pas seulement un discours, mais aussi une économie qui peut permettre aussi de faire vivre le milieu automobile de la même façon que le véhicule électrique, etc. Donc cette industrie-là, elle ne va pas non plus disparaître. Voilà. Donc il y a aussi ces forces économiques, mais aussi derrière politiques, etc., qui vont jouer. Donc, ce sera certainement très très intéressant. J'espère pas trop destructeur, mais en tout cas, effectivement, c'est une autre étape qui va être assez intéressante. Merci beaucoup. Sarah ou Hélène, vous avez des remarques ou sinon je laisse la parole à... Alors, Caroline, tu nous entends? Elle est là. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces présentations et autour d'un thème très intéressant. Moi, j'avais deux questions à vous poser à toutes les quatre, peut-être toutes les cinq d'ailleurs. Finalement, est-ce que la ville post-mobile n'est pas, en tout cas à court terme, c'est sûr, un leurre, c'est-à-dire, Hélène a déjà un peu répondu à ça en nous rappelant que si nous sommes immobiles, ce sont les biens et les marchandises qui se déplacent et viennent jusqu'à nous, et que ces marchandises, elles sont véhiculées par un certain nombre de personnes, dont des livreurs. Donc, quid de cette question des inégalités fortes face à la mobilité, avec des situations de forte dépendance à la mobilité qui ne se traduisent pas seulement par les problèmes d'immobilité, mais aussi de mobilité extrêmement contrainte. Et puis, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est, et que je me pose à moi-même en fait depuis un certain nombre d'années, c'est est-ce que les chercheurs qui s'intéressent au transport peuvent vraiment penser, et comment, cette question des villes post-mobiles, ou du moins des questions de régulation de la demande de mobilité que l'on doit penser notamment face aux enjeux écologiques. Et quand je dis ça, je pense au fait que nous sommes quand même très dépendants en fait de nos cultures, à la fois techniques, disciplinaires, etc., mais aussi de la manière de poser des problématiques qui est très très liée aussi à des paradigmes dominants et à des paradigmes politiques. Donc voilà. Vaste sujet, tu peux prendre la parole. Ouais, moi j'avais l'impression, comme un peu Nathalie, c'est que maintenant, les gens qui vont avoir besoin des voitures, c'est les gens qui étaient, il n'y a pas très longtemps, on l'a bien vu sur les ronds-points, et ceux-là, ils sont pas prêts de ne pas avoir besoin de voiture. C'est-à-dire que quand tu habites à la campagne, où malheureusement, comme on le sait, il y a une fracture sociale importante, qui est aussi une fracture numérique, tu n'as pas le choix. Enfin, il y a une espèce Et malheureusement, il y a tout un tas de programmes urbains sur cœur de ville, enfin, les petites villes moyennes, etc. Et malheureusement, on n'arrive pas à trouver une alternative, parce que c'est un maire qui me disait ça récemment, c'est beaucoup plus facile pour un jeune couple, un maire d'une commune rurale, pour un jeune couple de construire un pavillon que de restaurer une vieille longère. Bon. Et c'est vrai, et tous les dispositifs sociaux, économiques, tous les savoir-faire techniques, tout va dans ce sens-là. C'est pas simplement une espèce d'intention de dire aux gens, écoutez, allez plutôt restaurer une longère plutôt que de faire construire un pavillon. Tout est fait pour que, y compris leur aspiration et leurs imaginaires,
y compris les émissions qu'ils voient à la télé. Enfin, c'est presque un environnement entier qu'il faudrait déconstruire pour arriver à dire, mais non, ce serait quand même beaucoup mieux de donner de l'argent à des jeunes couples pour s'installer en cœur de village. Et c'est une véritable entreprise de déconstruction auquel il faudrait s'atteler. Et les politiques, en tout cas ceux qui sont sur le terrain, ne sont absolument pas équipés, enfin on peut dire équipés intellectuellement pour ce faire. Et équipés même matériellement. Bien sûr. D'autres réponses? Merci pour ta question, Caroline, avec qui justement je mène la recherche Top Disruptor, avec grand plaisir. Mais en fait, on n'a pas évoqué non plus, parce que le sujet voilà, est abyssal, la question, alors je ne sais pas, des acteurs politiques, ou notamment des autorités de régulation, puisque tu parles de régulation. Parce que repensant à l'exemple de Séoul qu'évoquait Virginie, de mémoire notamment, ils ont engagé effectivement ce réinvestissement, enfin cette mise à nu effectivement pour retrouver le canal, dans le cadre de toute une réflexion sur la réorganisation des transports, notamment par bus. Ils ont des bus de plein de couleurs différentes, et puis on est à une échelle d'une métropole de 10 millions d'habitants, alors bien sûr d'une mégapole sans doute plus importante, mais qui a une autorité de gouvernance, et notamment une autorité de gouvernance des transports qui est à cette échelle-là. Donc ils n'auraient pas pu, et je pense que la question du périph', qui est lancinante depuis des années, etc., pour plein d'autres raisons aussi, en tout cas du point de vue des mobilités, elle ne peut se résoudre qu'à l'échelle de la réflexion avec la région, avec le STIF, mais aussi avec les autorités qui gèrent le transport routier, etc. Et ça, cette question, non, je vais te passer mes mots, cette question-là, bon, elle est certainement traitée, mais il y a eu pas mal de travaux aussi sur les autorités de régulation, et surtout le fait qu'en fait le transport, mais ça on en est totalement conscient dans les labos de sciences humaines et sociales, est un objet politique. Alors, est-il un impensé politique? Je ne crois pas, parce que je pense que quand on voit les élus qui sont dans les conseils d'administration des organisations, etc., on sent que c'est un sujet important, mais qu'il le devienne encore plus, et peut-être que les chercheurs ont ce rôle-là aussi, de le mettre encore plus à l'agenda politique. Après, les divergences resteront ce qu'elles seront, mais en tout cas, ça permettrait d'aborder la question des inégalités, la question des choix. Bon. Il y a une question sur le chat, je regarde quand même la montre, je vais peut-être la poser, parce que voilà, un doctorant de l'Université de Paris-Saclay qui souhaite, qui est plus à l'aise en mettant la question par chat, alors me demande de la relayer, pourquoi pas. Je suis doctorant à l'Université de Paris-Saclay, travaillant sur les futurs de la mobilité urbaine. J'ai beaucoup apprécié cette contribution. En ce qui concerne les futurs post-mobiles, quelles sont vos opinions, mesdames, donc sur le niveau, entre guillemets, minimum de mobilité/motilité, vous connaissez cette nuance, par rapport à l'impact environnemental, au développement économique, c'est-à-dire à quel point notre société devrait-elle être mise sur un, j'allais dire, réglée, sur un niveau soit d'immobilité, soit de mobilité, pour fonctionner au mieux. Je ne sais pas s'il faut aussi des guillemets à ce terme de fonctionnement et d'optimalité. Et celle qui pose la question, elle répond pas en premier, par exemple. Parce que Nassima, c'est quand même... Non, mais je veux pas... C'est Nassima qui répond, allez. C'est pas pour passer... C'est ton sujet, ça. Non, pas... Allez. Non, c'est notre sujet à tous. Mais... Non, je pense que c'est notre sujet à tous. C'est ton sujet aussi. Moi, je pense que... Je vais poser la question à Nassima. Non, mais est-ce qu'il y a un niveau idéal de mobilité? Je pense que vos différentes interventions permettent de déterminer plusieurs niveaux. Je pense que le travail qui vient de nous être fait sur le rôle du digital, parce que quand on regarde la littérature sur les post-mobility, c'est en général une réflexion sur le digital, d'une manière ou d'une autre, et sur la fusion des applis, du computer versus smartphone, et du fait qu'effectivement on va être dans des univers où les services et le mass, derrière ces mobilités de services, prend une importance majeure, et donc transforme, disrupte complètement les pratiques. Donc on va de cette approche-là à des approches qui sont aujourd'hui, qui à mon avis ont explosé, qui sont beaucoup plus complexes. Je dirais qu'on a perdu l'innocence du post-mobile ou de
dans sa version futuriste, technologique, dans sa version de promesse, et on se retrouve avec des petits morceaux dans lesquels peut-être que c'est logique que la personne qui nous questionne ne sache plus très bien à quel niveau chacun se réfère, puisqu'on a sans doute des approches aujourd'hui, peut-être pas divergentes, mais en tout cas assez différentes et assez fragmentaires. C'est une hypothèse, mais... Oui, moi je me rappelle des études qui avaient été publiées au moment du Grand Paris Express, et sur la mobilité, qui était vraiment assez, pour le coup, disruptive, comme on dit. Étonnante, c'est qu'on avait mis en évidence le fait que ce qu'on pensait être la logique, on pourrait dire presque pluricentenaire des villes comme Paris, c'est-à-dire essentiellement une mobilité du centre vers la périphérie et retour, et qu'en fait ces mobilités-là n'étaient plus les plus importantes, et que les mobilités en fait latérales ou périphériques avaient remplacé, tangentielles, avaient remplacé. Et moi, effectivement, c'était presque tout un appareil, on pourrait dire conceptuel de la ville comme centre, qui s'est tout d'un coup un peu arrêté. Oui. Alors, si ça se termine sur la géographie, ça me fait très plaisir. Hein. Si on éclate les espaces, les géographies, les centres et les périphéries, je vous en demandais pas tant, mais voyant le timing, Loïc, je propose de clore notre session. Je vous remercie toutes les unes et les autres de votre implication, et puis je remercie aussi bien évidemment le LABEX. Merci.